Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 31 octobre. Le prix Socrates décerné à Vinicius Junior, la star brésilienne a reçu son trophée des mains du prince Albert II lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Nous y reviendrons dans quelques instants. La barre du million de visiteurs franchie pour l'exposition Mission Polaire au musée océanographique. C'est 1 million d'individus sensibilisés à la beauté et à la fragilité des pôles. Et puis nous parlerons de deux traditions ce soir dans ce JT lunaire religieux. C'est la Toussaint, nous l'évoquerons avec l'abbé Venard. Puis nous irons à New York où la ville s'apprête à célébrer Halloween. En direct, en replay ou en VOD, les séries télé occupent une place particulière dans nos vies. Comment expliquer leur succès? Que cela reflète-t-il de notre société? Anne-Sophie Dobetsky, réalisatrice de documentaires et spécialiste séries, nous partagera son point de vue. Et puis ils peuvent être aux fruits ou aux légumes, ou les deux. Les bars à jus se développent peu à peu à Monaco en prenant des vertus détox. Nous avons enquêté. Je vous le disais en titre, le prince Albert II a remis lundi soir le prix Socrates à Vinicius Junior lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Le joueur du Real Madrid a été récompensé pour son implication en faveur de l'enfance défavorisée. Il a d'ailleurs créé une fondation qui œuvre au Brésil et favorise l'épanouissement et l'éducation des enfants dans le besoin. Son engagement contre le racisme a également été salué. Le prix Socrates a été créé en 2022. Il résulte d'un partenariat entre l'organisation monégasque Peace and Sport et le groupe L'Équipe. 1 million, c'est le nombre de visiteurs qui ont découvert l'exposition Mission Polaire au musée océanographique. Cette barre symbolique a été franchie ce mardi. Le millionième visiteur a été accueilli comme il se doit au Temple de la Mer. Il ne s'attendait pas à un tel accueil. Anaïs Riu et Thomas Deus étaient sur place. Voyez leur reportage. Ils n'auraient jamais imaginé ça en quittant leur domicile pour Monaco ce matin. Anna et ses deux fils Ali et Falou ont été accueillis de manière inattendue lors de leur visite au musée océanographique. Ils sont le millionième visiteur de l'exposition Mission Polaire qui a débuté en juin 2022. Accueil VIP, visite guidée exclusive, déjeuner offert et nombreux cadeaux, l'émotion était à son comble. Je ne pensais pas qu'il y avait 1 million de visiteurs dans une exposition temporaire. Enfin, je n'ai pas du tout d'idée de l'ordre de grandeur des visiteurs, donc je suis super émue. Et je me dis que c'est une belle mission que se donne le musée, du coup, de sensibiliser les visiteurs, le public à toute cette préservation des milieux arctiques, antarctiques qui sont un petit peu pas trop protégés. Je suis content surtout d'être le millionième, car on a reçu, comme a dit ma mère, un pass annuel, je crois, pour toute une année. Donc même si on n'a pas fait tout le tour du musée, on aura tout notre temps de faire les animations et d'apprendre de nouvelles choses sur la vie en Antarctique et les animaux marins. 1 million de visiteurs, c'est aussi 1 million d'individus sensibilisés à la beauté et à la fragilité des pôles. Si Mission Polaire et ses 5 espaces thématiques permettent d'éveiller les consciences, l'exposition vise également à inciter à l'engagement. On s'est rendu compte qu'avec nos enquêtes de terrain, que les visiteurs, notre public, comprend assez bien ce qui se passe à l'issue de cette visite. Et on s'est dit qu'il faudrait quand même capitaliser, valoriser en fait ce qu'ils ressentent et ce qu'ils nous disent en sortie de visite pour pouvoir l'utiliser et le porter, s'appuyer dessus, s'appuyer sur ces témoignages pour dire aux décideurs politiques, aux leaders économiques, à tous ceux qui peuvent changer les choses. Attendez, il y a quand même l'opinion publique qui est fortement demandeuse de changement. Et donc allons-y, n'ayez pas peur de créer des aires marines protégées, de faire ce qu'il faut pour respecter les engagements environnementaux qui ont été pris ces années passées. Proposée au public jusqu'à fin 2024, cette opération marque le début d'un nouveau dispositif digital où il suffit d'appuyer sur un bouton pour soutenir gratuitement la création de 3 grandes aires marines protégées dans l'océan austral. C'est une fête particulière que s'apprêtent à vivre les catholiques. La Toussaint honore tous les saints et la mémoire des défunts le 2 novembre. Que représente ce moment pour les fidèles? Pour en parler, l'abbé Christian Venard est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Émilie.
La Toussaint est une fête très ancienne, elle est acquise et répandue dès le 9e siècle, c'est ça? Ah oui, oui, c'est très ancien. Et parce que dans l'Église catholique, on a eu l'habitude de prier pour les défunts depuis les débuts de l'Église. Vous savez que les premières messes, on les célébrait souvent sur les tombeaux des martyrs. Et donc il y a eu cette idée très ancienne d'ailleurs, parce que c'est ancré aussi dans le judaïsme, que c'est une pieuse coutume de prier pour ceux qui nous ont précédés, qui sont morts. Et puis la Toussaint, elle, s'est orientée plus de prier en particulier pour ceux dont on pense qu'ils sont déjà auprès de Dieu et que, étant dans la contemplation de Dieu, étant dans la louange de Dieu, ils peuvent se rappeler de nous si on fait appel à eux et eux-mêmes prier pour nous auprès de Dieu. Oui, parce qu'on retient toujours le 1er novembre, mais le 2 novembre est toujours une date importante, c'est la Saint-Défunt. Alors le 2 novembre, alors le 1er novembre, on fête tous les saints, c'est-à-dire tous ceux dont l'Église dit ils sont déjà auprès de Dieu. Et puis on a associé un peu plus tard, en Occident, c'est à partir du 9e, 10e siècle, on a créé en quelque sorte une fête aussi pour penser à tous nos défunts, dont certains dans la pensée chrétienne sont peut-être pas encore arrivés directement auprès de Dieu. Ils ont un petit temps de purification avant d'arriver dans ce qu'on appelle le paradis, et c'est un lieu qu'on appelle le purgatoire. Et on peut prier pour eux pour qu'ils accèdent de manière définitive à la gloire de Dieu, à la gloire des saints. Et c'est en même temps une manière aussi pour nous de nous rappeler tous ceux qui nous ont précédés, que nous avons aimés en particulier. Alors, c'est ces deux fêtes. C'est vrai que souvent on retient le 2 parce que c'est le jour où on va au cimetière, on fleurit les tombes, on les nettoie. En Méditerranée, dans nos régions, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc c'est vrai que ça a parfois pris un peu le pas sur la fête de la Toussaint, mais c'est quand même au départ, on fête les saints, et puis après on y associe tous les défunts. Et la Toussaint tombe toujours un 1er novembre. Cela a toujours été le cas ? Oui, c'est toujours le 1er novembre. Alors depuis très longtemps, pourquoi le 1er novembre? C'est parce que en Occident, ça a été le moment, un 1er novembre, où un pape à Rome a décidé que le fameux temple du Panthéon allait devenir une église et la consacrer à Marie et tous les saints martyrs. Et c'est à partir de là, on a pris petit à petit l'habitude dans tout l'Occident de fêter cette fête à la date à laquelle le pape avait consacré cette nouvelle église du Panthéon. Mon père, cette période est associée aussi à Halloween. Est-ce que cela n'a pas estompé la symbolique de la Toussaint ? Alors ce qui a estompé, je ne dirais pas tellement que c'est la fête d'Halloween, c'est surtout le côté commercial de cette fête d'Halloween, où c'est devenu un peu, quand même disons-le, une espèce de gros commerce international venu du monde d'outre-Atlantique. Et alors donc c'est vrai que ça a un peu pris le pas parce qu'on organise des fêtes, il y a des films, enfin il y a toutes sortes de choses. Et alors on a un peu l'impression d'un seul coup que c'est Halloween qui prend le pas sur la fête de Toussaint. Mais d'abord c'est quand même une tradition qui nous est étrangère au départ, ça vient des peuples celtes d'Irlande, et puis ça a surtout été aux États-Unis ensuite. Et c'est un peu dommage parce que, si vous voulez, la manière dont cette fête d'Halloween est fêtée, c'est quand même un peu, moi je trouve ça un petit peu lugubre. On se tourne vers les ténèbres avec des tas de symboles mortuaires, alors que la fête de la Toussaint, c'est vraiment la fête de la lumière. C'est-à-dire, on est appelé à fêter ce à quoi on est destiné, à être dans la lumière de Dieu, à être dans la lumière du Christ. Et le lendemain, la fête des défunts, ça n'a rien, si vous voulez, de lugubre, de funèbre. C'est vraiment une espérance qui est portée. Alors on prie pour les défunts parce que c'est de l'espoir. Et ici à Monaco, je trouve que c'est très bien exprimé parce qu'on a l'habitude depuis très longtemps, le jour de la Toussaint, l'après-midi, l'archevêque, le clergé et beaucoup de fidèles se rendent au cimetière de Monaco, qui en plus est un très beau cimetière, et puis la plupart du temps on a un temps magnifique comme on a souvent ici, et c'est à la fois prenant parce qu'on prie pour les morts, on bénit les tombes, et en même temps c'est très beau. Il y a quelque chose d'une espèce de joie toute simple de se dire que nous sommes en communion avec nos défunts et que nous pouvons continuer à rester avec eux, à prier pour eux. Et les fidèles pourront se recueillir lors des différentes messes de la Toussaint. Oui, alors c'est précédé, c'est une nouveauté cette année, il y a une fête qui est organisée par la paroisse Sainte-Dévote le 31 soir, c'est la fête de Halloween. Il est encore temps pour ceux qui nous regardent en ce moment d'y aller ce soir à Sainte-Dévote, donc Halloween, tous saints, donc c'est organisé par la paroisse Sainte-Dévote, mais c'est vraiment ouvert à tous. Et puis le lendemain, cette belle fête de la Toussaint, demain 1er novembre, et dans toutes les paroisses, il y a des messes, il y a plusieurs messes qui sont célébrées à la cathédrale
cathédrale, c'est une messe présidée par l'archevêque. Et puis, donc demain après-midi, au cimetière de Monaco, ce beau moment de prière et de bénédiction des tombes par Monseigneur l'archevêque, entouré de tout le clergé, des religieux, des religieuses, et puis de beaucoup de fidèles. Et aussi, vous êtes tous invités en souvenir de nos défunts, de venir prendre ce temps de prière et de commémoration. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer la Toussaint. Merci à vous et belle fête de Toussaint à tous et belle commémoration des fidèles défunts. Et à la veille de la Toussaint, une tradition continue de faire fureur, notamment auprès des plus jeunes chez nous. C'est Halloween. Aux États-Unis, par exemple, cette fête est ancrée dans la vie des Américains. Bonsoir Alexandra Pani. On peut dire qu'à New York, on ne peut pas échapper à cette tradition. Bonsoir à vous. Effectivement, je peux même préciser que tout particulièrement à New York, Halloween est une fête toujours très attendue. Dès le 1er octobre, on peut voir dans la rue des citrouilles, des fantômes ou encore des squelettes, comme vous le voyez derrière moi, fleurir, si l'on peut dire. Je vous propose un condensé de ces traditions que l'on trouve ici dans la Grosse Pomme pour ce 31 octobre. Des citrouilles par dizaines sur les étals des magasins, des boissons ou gâteaux au goût pumpkins. Il n'y a plus de doute, nous sommes bien en automne et la ville s'apprête à célébrer l'une de ses fêtes fétiches, Halloween. D'année en année, les Américains consacrent de plus en plus de budget pour ce 31 octobre. Selon la National Retail Federation, 73% des Américains ont prévu de prendre part à ces célébrations et dépenseraient cette année jusqu'à $108 chacun. Un nouveau record par rapport à l'année précédente. Halloween ne connaît pas la crise et surtout pas dans les rues de New York. I just feel like it's very nostalgic for a lot of people because as kids you're going out on Halloween night. It's like a time that you go with your friends, you dress up. I don't know, it's a nostalgic feeling for me, so that's why I love it so much. And in New York in particular, it's just such a big thing, like to the decor, like on all the brownstone buildings when you're walking, and to like the parade that happens on Fifth Ave. It's just, yeah, it's really great. I love it so much. Happy Halloween! Mais alors d'où vient le nom d'Halloween? C'est tout simplement une contraction du terme anglo-saxon All Hallows Eve, qui se traduit par la veillée de la Toussaint. Une fête qui se célèbre bien entendu déguisée. Les magasins de costumes font leur plus important chiffre d'affaires à cette période de l'année. Cette boutique située dans le quartier de East Village est ouverte ici depuis près de 30 ans et propose des déguisements, perruques, maquillages et même des décors plus vrais que nature. Halloween is a culture to me, not just a holiday. Because Halloween is a culture, it's a community. It brings like so many different creative people together. And here at Halloween Adventure, it's Halloween all day, every day. I get theater students, performers, people who just love dressing up, not for any particular reason, but for their own artistry and creativity. So definitely Halloween is a culture to me. Dans cette caverne d'Ali Baba du déguisement, il ne faut pas hésiter à se perdre dans les allées pour dénicher des costumes pour tous les âges et tous les styles. Des vampires aux monstres en passant par les super-héros. Et cette année, un incontournable avec la Barbie Mania. Destination très appréciée pendant les vacances de la Toussaint, les touristes se prêtent avec plaisir à cette tradition, comme cette famille venue de France. On est ici en vacances pour 2 semaines et on a profité on a vu qu'on pouvait défiler à la parade d'Halloween. Donc on vient chercher un costume. Un déguisement d'Halloween. Et t'as envie de quoi? Une momie. Pour les plus jeunes, de nombreuses traditions occupent la journée du 31 octobre. La confection de jack-o'-lantern, des lanternes sculptées dans les citrouilles géantes. La tant attendue chasse aux gourmandises dans les quartiers. Trick or treat, un gage ou un bonbon. Et même nos amis à 4 pattes sont de la fête. Depuis 33 ans, une parade Halloween pour chiens est organisée à Tompkins Square Park. Et c'est l'un des événements les plus attendus du mois à New York. This is the first time we're walking in it. We have a lobster outfit, and so we were like, this is perfect, and we had our lobster friends here, so we were like, why don't we just go all in? And I had my apron too. Un adorable homard, des hot dogs très populaires ou même des super dogs. Chaque année, un concours élit les meilleurs costumes. Des créations très originales sont proposées. Et alors que certains déambulent déguisés dans la rue, d'autres profitent de cette soirée pour frissonner devant un grand classique du cinéma d'épouvante, réconforté par un grand bol de popcorn. À chacun de choisir son programme. Et bien sûr, ce soir a lieu la traditionnelle parade d'Halloween dans le quartier de West Village et il s'agit cette année de la 50e édition.
Merci Alexandra. Et vous, allez-vous fêter Halloween ce soir? Et si oui, comment? Christine Tomel est allée à votre rencontre pour le savoir. Je vais sortir avec mes amis à la foire de Monaco, on va se promener un peu et s'amuser. Et alors, est-ce que tu vas te déguiser ou pas? Un peu de maquillage, un peu de faux sang, ça fait l'affaire. Alors, est-ce que vous allez fêter Halloween? Oui, je pense que je vais fêter Halloween, oui. Vous allez faire quoi? Je pense que je vais sortir peut-être au port ou quoi que... Au port ou peut-être à Fontvieille. Et alors, vous allez vous déguiser ou pas? Ouais, peut-être en Joker, je pense. C'est pour être drôle. On va fêter Halloween, on va décorer la porte, on va recevoir les petits, on va leur faire peur. Là, on est sur Monaco, après on va partir sur Cannes. Et alors, vous allez faire quoi? On va voir, peut-être chasser la sorcière. Et alors, toi, est-ce que tu aimes Halloween? Ouais, ça va. Tu vas te déguiser? Ouais, peut-être. Tu vas te déguiser en quoi? T'as une idée? En fantôme? Oui, je sais pas, en squelette ou je sais pas. Moi, je vais sonner aux portes des gens avec des copains et je vais aller à la foire avec les copains. Et tu vas faire quoi quand tu sonnes aux portes? Demander des bonbons. Et tu vas leur faire peur? Peut-être. Oh, moi c'est bien, moi j'aime bien Halloween. C'est bien, c'est une fête conviviale. C'est bien, moi je trouve, on se déguise et c'est bien. Et on mange des bonbons. On mange des bonbons aussi, oui. Et oui, d'où la célèbre maxime qui revient à Halloween, des bonbons ou un sort. Intéressons-nous à présent à la place des séries télé. Dans notre vie, en direct, en replay ou en VOD, on les consomme où on veut et quand on veut. Le format séduit si bien qu'un attachement aux personnages de ces feuilletons se crée. Comment expliquer leur succès et que cela reflète-t-il de notre société? Pour le comprendre, Anne-Sophie Dobetsky est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes réalisatrice de documentaires, spécialiste des séries. Est-ce que c'est une simple impression ou la réalité quand on dit que les séries occupent une place à part dans notre vie? Je le crois, je l'espère parce que je pense qu'effectivement les séries c'est quelque chose qui nous accompagne pendant des mois, des années, qui jalonnent des périodes de nos vies et qui parfois nous aident à nous construire à l'adolescence par exemple ou quand on est jeune adulte. Donc oui, ça a une importance particulière, plus qu'un film effectivement qu'on va voir et puis on passe au suivant. La série, quand elle se prolonge, eh ben, elle nous accompagne plus longtemps. Oui. Ouais, ceci n'est pas un phénomène récent. Les séries existent depuis, pour ainsi dire, la création de la télévision. Les séries ont commencé dans les années 60-70 et elles prennent une place prépondérante aujourd'hui. On l'a vu avec notamment les plateformes où il y a une multiplication du nombre de séries qui est assez conséquente. Et c'est vrai que elles peuvent nous accompagner un week-end où on n'est pas bien, on reste sur la couette, on regarde une série. Ça fait partie maintenant de nos vies au quotidien. Oui, puis c'est plus qu'une série, certaines deviennent des phénomènes. Oui, et ça, c'est vrai que ça fait également un petit moment, depuis les années 90, on va dire, et début des années 2000, où il y a eu vraiment des séries très feuilletonnantes avec ce qu'on appelle des high concepts, c'est-à-dire que le spectateur est tenu en haleine avec des cliffhangers, donc des rebondissements en permanence. Et c'est vrai que oui, tout à fait, elles sont omniprésentes et on a envie en fait de regarder l'épisode suivant. Donc, soit de façon traditionnelle, en attendant l'épisode, la diffusion classique, soit maintenant, on a cette option de les consommer un petit peu plus rapidement en streaming, ce qui était aussi le cas avec les DVD, par exemple. Et qu'est-ce qui rend une série culte? Qu'est-ce qui fait son succès? Pour qu'une série devienne un phénomène, il n'y a pas un calcul, il n'y a pas une recette magique. C'est concrètement une histoire, des personnages qui rencontrent un public au bon moment. C'est difficile à expliquer parce que si il y avait une recette magique, évidemment, tous les scénaristes créeraient des phénomènes. C'est vraiment une question de timing, c'est une question de rencontre avec des téléspectateurs à un moment donné. Et puis, évidemment, quand même un petit peu de qualité, de nouveauté. Parfois, les gens aiment être surpris. Et puis, parfois, être ému, rire, ça dépend. Nombreuses ont été les réactions suite à la disparition soudaine de l'acteur Matthew Perry de la série Friends. Ça en dit long sur notre rapport avec les personnages. On s'y attache finalement. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que la série Friends fait partie de ces séries qui ont été vraiment des phénomènes. Friends a été un phénomène de société incroyable. Il faut aussi recontextualiser. Friends arrive en 1994. Les audiences
grandissent, on va dire, d'année en année jusqu'à effectivement devenir un phénomène aux États-Unis et ensuite partout dans le monde, puisque c'est une des premières séries à s'être aussi bien exportée. Et c'était ce rendez-vous hebdomadaire avec ces 6 copains. On avait l'impression de faire partie de la bande. Et forcément, il y a toute une génération qui a grandi avec Friends, qui a grandi avec ces personnages. Donc, on était évidemment très attachés aux personnages, mais aussi aux comédiens. Et là, le fait qu'il y ait eu aussi le Friends Reunion récemment, on les a revus ensemble, on a été émus de les revoir ensemble 17 ans après l'arrêt de la série. Forcément, ça fait quelque chose parce que pour ceux qui ont grandi avec Friends ou qui l'ont découvert plus tard sur les plateformes, il y a un attachement. Évidemment, il y a quand même plus de 200 épisodes et 10 saisons de Friends. Au-delà de l'effet divertissant des séries, Anne-Sophie Dobetsky, qu'elles répondent aussi aux préoccupations du moment. C'est pour ça aussi qu'on reste fidèle à certains sitcoms, certains feuilletons, certaines séries. Alors, il y a certains feuilletons, certaines séries qui sont très ancrées dans leur époque. Et effectivement, ça peut créer un attachement parce qu'on se reconnaît dans les personnages. Et notamment, les feuilletons quotidiens essayent toujours de mettre des événements de la vie de tous les jours, d'être d'ailleurs raccord, par exemple, avec l'emploi du temps ou les dates pour que les gens vraiment s'identifient. Parfois, au contraire, on est dans une projection totalement différente où on va regarder une série pour se changer les idées, on est dans de la science-fiction, enfin, on peut également regarder une série pour toute autre chose. Donc, l'attachement, il vient surtout, je pense, de l'écriture et de la qualité aussi de l'intériorité des personnages. C'est comme ça qu'on s'attache, que ça soit finalement une série dans l'air du temps, avec des préoccupations du quotidien, ou alors quelque chose qui va nous embarquer, nous faire rêver, nous changer les idées, nous divertir. Et ça peut être les deux qui créent un attachement à une série, en fait. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas devenus des sérivores, des grands gloutons de séries? Je pense que maintenant, les gens, il n'y a plus la question qui se posait à l'époque de savoir si les séries étaient aussi qualitatives que le cinéma, par exemple, que les films de cinéma. Je pense que c'est acquis. Je pense que maintenant, on a tous remarqué que les séries étaient extrêmement bien construites, bien écrites, bien réalisées, qu'il y a parfois une vraie créativité, que ça soit au niveau du scénario ou de la réalisation. Et effectivement, je pense qu'il y a un accès plus facile aussi avec maintenant son téléphone, sa tablette ou son vieux téléviseur. Mais en tout cas, les séries, elles sont partout et je pense qu'elles nous accompagnent au quotidien et qu'elles touchent un très grand public parce qu'il y en a pour tous les goûts aussi aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie Dobetsky d'avoir été notre invitée sur Monaco Info ce soir pour analyser cette tendance et la place des séries dans notre quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Musique à présent avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le mois du piano qui s'est achevé de la plus belle des manières le week-end dernier. L'auditorium Régnier 3 a accueilli la pianiste virtuose Hélène Grimaud. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Pour le plus grand bonheur des 1000 mélomanes présents à l'Auditorium Régnier 3 dimanche 29 octobre, la pianiste Hélène Grimaud a interprété avec le Philharmonique de Monte-Carlo le premier concerto pour piano de Brahms. J'adore cet orchestre et le public ici a repris une place toute spéciale dans mon cœur. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venue. Et là, c'est comme famille. Hein. Donc il y a une atmosphère. Il faut qu'on soit tous à participer pour que ça puisse se produire. Autrement, on a beau s'évertuer, ça ne va pas avoir lieu. Hélène Grimaud a publié plusieurs ouvrages. Le dernier s'intitule « Renaître », un titre qui lui convient tout à fait. Artiste virtuose du piano, elle renaît sur scène à chaque concert. C'est tout à fait ça. C'est non seulement la définition même du processus artistique, mais du courant de la vie. Chaque fois, au seuil de chaque expérience nouvelle, aussi toujours se réinventer en restant fidèle à ce qu'on est, à ce qu'on a de donner au mieux aux autres. Et c'est un voyage ainsi. Ouais. Pianiste passionnée, Hélène Grimaud est aussi connue pour ses combats pour la protection de la nature et en particulier pour la protection des loups. Il y a beaucoup de travail, c'est une grosse responsabilité. En même temps, il y a une belle prise de conscience quand même. On se rend compte que les choses commencent à changer. Alors mieux vaut tard que jamais.
Et en ce qui concerne les loups, les espèces animales, végétales, c'est tout simplement notre avenir, c'est l'avenir des générations futures, mais aussi une responsabilité, une mission pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas d'écologie c'est indissociable de l'amour du prochain et de ce que nous avons à faire sur Terre, en fait. Ouais. Et prochainement, Hélène Grimaud s'envolera pour Philadelphie où elle jouera sous la direction de son grand ami, le célèbre chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin. Vous le savez, sur Monaco Info, nous aimons vous partager les dernières tendances. Celle qui va suivre fait peut-être déjà partie de vos habitudes. Les jus détox ont le vent en poupe, qu'ils soient aux fruits, aux légumes, ou encore les deux. Ils possèdent de nombreuses vertus. Ce concept, Seaside Juicery, le développe depuis plusieurs mois déjà. Vanessa Dessy s'est rendue dans ce bar à jus 100% végétal. C'est un reportage réalisé avec Alexa Vial. Pressés à froid pour préserver vitamines et minéraux, ces jus détox sont devenus une référence pour ce nouveau concept. Né d'une inspiration mauricienne, le bar à jus propose des saveurs inattendues issues de différentes cultures. Seaside Juicery, c'est vraiment une enseigne qui est née à travers une expérience internationale. On a vécu 15 ans à l'étranger, on a vécu dans différents pays avec une multiculture et c'est vraiment le concept qu'on a essayé de ramener à Monaco. Comme le nom l'indique, Seaside Juicery, Seaside bar à jus, on a un bar à jus et donc notre spécialité c'est vraiment les jus pressés à froid de vraiment très haute qualité. Les liquides sont notre spécialité, les cures de détox, etc. Mais on fait aussi de la nourriture. Donc on est un concept 100% végétal et bio et tout est sans gluten. Donc 0 produit animalier. Le monde fait face à un changement de conscience global vers un mode de vie plus sain. Transition écologique, inflation, pénurie, bien-être animal ou encore crise sanitaire. Ces événements ont fortement affecté les habitudes de consommation. Je pense vraiment qu'il y a un shift global de conscience vers manger plus sainement et vivre une vie qui est beaucoup plus alignée avec les valeurs importantes de notre planète, le respect de notre santé. Donc je pense que oui, les gens, surtout après Covid, on prend beaucoup plus soin de notre santé et on fait beaucoup plus attention à ce qu'on met dans notre assiette. Ce bar à jus a pour ambition de grandir. Les fondateurs travaillent déjà sur la création d'une franchise. Avant de refermer ce journal, découvrons ensemble ces images de l'exposition Acte 3 proposée par Art Collect à l'espace 22. Elle célèbre la diversité artistique en rassemblant une quinzaine d'artistes de tous horizons. Peinture, sculpture, l'art contemporain se dévoile sous différents styles et techniques d'expression. L'occasion de découvrir de nouveaux talents jusqu'au 12 novembre à l'espace 22 donc. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Chrisinda Thomel, quelle est la tendance pour la première journée de novembre, Chrisinda ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Mercredi, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée. Le temps se couvrira progressivement durant la journée. Une journée nuageuse donc en perspective. Le climat sera plus frais car le thermomètre oscillera entre 14 et 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h04 et se couchera à 17h23. Alors demain, ça sera bien sûr la Toussaint, mais sachez que nous fêtons également les Harolds. Merci Chrisinda. Demain sera également un jour férié en principauté, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau JT. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali et les petits monstres d'Halloween qui ont envahi le parc Princesse Antoinette aujourd'hui. Passez une excellente soirée et à demain donc sur Monaco Info.